Et oui, aujourd'hui nous sommes la Saint-Valentin, on devrait parler d'amour, de printemps, d'oiseaux qui font cuicui, et pourquoi pas de friandises chocolatées à base de liqueur. Eh bien, il n'en sera rien, on parlera de rupture, et pourquoi pas de divorce pour faute, puisqu'on va évoquer ce malaise qui ne fait que s'accroître entre les mandataires judiciaires individuels et l'autorité de tutelle administrative, la DGCS, et ce sera tout de suite après le générique. Tú llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel, navegaste. Et oui, il y a bien un malaise, n'ayons pas peur des mots, du côté des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. Et il suffit pour s'en convaincre de lire l'appel à la grève formulé par l'une de leurs fédérations récemment pour la journée du 23 février prochain. La consigne est donnée à ces professionnels, ce jour-là, pas d'appel, pas de visite, pas d'audition. Alors, si on ne sait pas encore dans quelle mesure ce mouvement sera suivi, il convient de noter quand même que cette démarche est totalement inédite pour ce mode d'exercice et assez symptomatique du contexte qui y règne. Donc on va faire le tour dans ce podcast sur les différentes sources de crispation des mandataires individuels. Alors, la première source de crispation, et non des moindres, concerne les émoluments. Mais avant d'en parler, on va évoquer brièvement quelques rappels pour toutes les personnes qui ne seraient pas familières de l'univers de la protection judiciaire des majeurs. Alors, il faut savoir qu'en France, quand une mesure de protection, les curatelles, les tutelles ou les mandats spéciaux dans le cadre des sauvegardes de justice, lorsque ces mesures sont confiées à des professionnels, eh bien, il faut savoir que le coût financier est supporté prioritairement par la personne protégée et à titre subsidiaire par la collectivité. Maintenant, en sachant que la personne participe en fonction de ses ressources et que le coût de référence d'une mesure est quand même fixé à 142 € par mois, il faut bien comprendre qu'il y a en réalité peu de budget parmi les majeurs protégés qui peuvent financer intégralement leurs mesures. Et c'est la raison pour laquelle les fonds publics sont aussi importants pour tous les acteurs de la PJM, indépendamment de leur mode d'exercice. Voilà la première chose qu'on pouvait indiquer. Et puis on fera quand même un autre rappel, c'est que depuis 2018, globalement, à quelques exceptions près, la part financée par les majeurs protégés a augmenté, à l'exception des personnes qui ne dépassent pas la ressource mensuelle de l'allocation adulte handicapé. Tous les autres payent beaucoup plus depuis 2018. Tous les taux ont été revus. Par le jeu des vases communicants, la part de l'État a diminué sur ces mesures-là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire à titre de rappel. Donc maintenant, sur les émoluments des mandataires individuels, il y a deux soucis principaux. Le premier, c'est sur le calcul de ces émoluments, et le second, c'est sur la régularité des paiements des 10 émoluments. Donc sur le calcul, il faut savoir qu'avant 2014, ce calcul était indexé sur le SMIC et sur l'allocation adulte handicapé, ce qui entraînait automatiquement des revalorisations. Or, depuis 2014, plus d'indexation. Un seul coût, un seul indicateur de base, on va dire, le coût de référence de la mesure que je viens d'évoquer, qui est fixé à 142 € et des poussières, qui est minoré ou majoré en fonction de divers éléments inhérents à la mesure de protection, si la personne vit à domicile par exemple, ou si elle est dans un établissement, voilà le genre de critères qui sont pris en compte, ce coût de référence n'a pas bougé depuis 2014, voilà, donc qui fait que c'est le statu quo en matière de rémunération du côté des MJPM individuels depuis cette date, là où les délégués ont récemment pu bénéficier d'une revalorisation dite Ségur, eh bien les individuels, eux, sont figés depuis cette date, en sachant qu'en prime, ils ont perdu les majorations qui étaient prévues. Alors je crois que c'est le décret de 2018 qui a supprimé les majorations liées au début ou aux clôtures des mesures. Quand vous faisiez des ouvertures ou des clôtures, il y avait une majoration qui s'appliquait sur le
coup de cette mesure, et tout cela a été supprimé. Alors ce sont des périodes qui sont synonymes de surcharge de travail, hein, ne serait-ce qu'administratif. Donc voilà, ce qu'on peut dire de ce côté-là, hein, sur le calcul, c'est que globalement, ça n'évolue pas, alors que les mandataires individuels sont comme tout le monde, ils se mangent l'inflation en plein visage depuis ces derniers mois, hein, sur le coût du carburant, sur l'énergie, etc. Voilà la première des critiques, hein, sur les émoluments. Puis la seconde, c'est sur la régularité du paiement de ces émoluments. Et ça, c'est extrêmement variable d'un département à un autre. Il n'y a pas de cadre national, donc ça pose de sérieuses difficultés. Et alors qu'on est arrivé à la mi-février, eh bien, certains MJPM individuels ont déjà pris la parole publiquement sur les réseaux sociaux pour dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements. Je vous mettrai les liens d'ailleurs vers ces posts, hein, qui sont publics, donc je ne trahis personne. On peut déjà signaler visiblement des difficultés dans le département de la Côte d'Or, hein, 21, en Loire-Atlantique, 44, et également dans les Hauts-de-France. Alors pour certains de ces mandataires, eh bien, ils ne sont pas payés depuis le début de l'année. D'autres disent qu'ils ne sont pas payés depuis décembre. Et il y en a même qui disent qu'ils ne sont pas réglés depuis le mois de novembre. Donc c'est vous dire déjà les difficultés rencontrées. Alors c'est pas nouveau, hein, comme phénomène, puisqu'on peut signaler que déjà en mai 2021, les deux fédérations de mandataires individuels, à savoir la FNMJI et la CNMJPM, avaient saisi le défenseur des droits, hein, pour qu'il se prononce sur ces dysfonctionnements, puisque dans certains départements, des retards considérables étaient évoqués, hein. D'ailleurs, les difficultés à ce moment-là étaient remontées dans les départements suivants, hein, le 18, le 31, le 33, le 36, le 41 et le 67, hein. L'impression de présenter le loto, sauf qu'à la fin, il n'y a personne qui gagne des sous. Et donc, ce recours, enfin cette saisine du défenseur des droits, on verra ce qu'elle donnera. Hein. Mais faut savoir que localement, il y a déjà eu des mandataires qui ont porté des recours, des contentieux devant la juridiction administrative pour contester certains retards dans ces paiements, et ils ont obtenu gain de cause. Hein. Donc, je vous invite à vous rapprocher de vos fédérations locales pour vous renseigner sur ces points-là. Le problème est connu, hein, puisqu'on peut également remonter, à l'heure où nous parlons, deux questions sénatoriales récentes sur ces difficultés rencontrées par nos amis individuels. Alors, des questions qui étaient adressées au ministère de la Justice. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement au ministère de la Justice qu'il faut les adresser, puisque le paiement des émoluments relève plus du ministère de la Solidarité. Mais on notera quand même la question du 8 décembre, hein, posée par Evelyne Perrot, sénatrice de l'Aube, et la question récente, hein, du 9 février dernier, posée par le sénateur de Lyon, Jean-Baptiste Lemoine. Je vous mettrai le lien de ces deux questions, et vous verrez que ces sénateurs rappellent, hein, les différents éléments que je viens d'évoquer. Donc voilà la première source de crispation, et qui génère, à mon avis, la seconde. Parce que quand on est confronté à ces difficultés, qui, on le comprend bien, hein, même sans exercer, enfin même sans gérer une entreprise, on comprend bien que les irrégularités dans les paiements peuvent mettre en difficulté certaines trésoreries. Hein. Et puis on rapporte également, hein, visiblement, que dans certains départements, on soumettrait aux mandataires individuels des conventions à signer avec les directions départementales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des conventions qui contiendraient des clauses qui conditionneraient
le paiement des émoluments à la suffisance des ressources à disposition de ces directions départementales. Voilà ce qu'on peut dire sur tout cela. Donc, comme je vous disais, la seconde source de crispation, elle est inhérente à celle-là, à mon avis, parce que quand on a une DGCS qui ne peut pas, du coup, garantir la régularité du paiement de ces professionnels-là, eh bien, ces professionnels, effectivement, ont de plus en plus de mal à accepter les consignes et les recommandations formulées par cette autorité. Et ça, pour s'en convaincre, il suffit d'examiner la jurisprudence récente. On voit que les recours devant le Conseil d'État se multiplient du côté des fédérations des mandataires individuels. On a vu un recours contre le référentiel activités et compétences insérées dans les annexes d'un arrêté prolongeant l'autorisation des centres de formation à délivrer des CNC. On l'a vu sur le guide Covid. Donc, bon, ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant, c'est que ces fédérations n'ont pas obtenu de gain de cause par des annulations. Faut dire que le guide Covid a été abrogé de toute façon, mais que ça témoigne à minima d'un sérieux problème de communication entre l'autorité de tutelle administrative et ce mode d'exercice. Difficulté de communication, qualité des échanges, bon, tout cela, on pouvait déjà le mesurer à ce qui s'est passé lors du groupe de travail interministériel, mais voilà, là il y a de véritables difficultés. Il n'est pas en soi déconnant que l'autorité administrative formule des recommandations, mais effectivement, si cette autorité n'est pas capable d'assurer le cœur de son métier, d'assurer que les professionnels soient correctement rémunérés à heures régulières, eh bien effectivement, on peut comprendre derrière que certains de ces professionnels ne soient pas très disposés à écouter ce que propose après cette autorité. Mais voilà, on voit aussi que ça fait partie des critiques formulées, notamment sur l'appel à la grève, qu'il y a une sorte de ras-le-bol dans la multiplication des recommandations et des consignes délivrées par les autorités administratives. Voilà ce qu'on pouvait dire globalement. Alors maintenant, je sais qu'il y a parmi nos abonnés beaucoup de MJPM individuels. Je sais également que la DGCS passe de temps en temps sur notre page. Si je peux me permettre un avis, je dirais simplement que, en tout cas, j'invite moi la DGCS à déjà rééquilibrer un petit peu ses relations avec les différents acteurs, les différents représentants du secteur de la protection judiciaire des majeurs. On voit bien aujourd'hui que la boussole s'oriente toujours dans la même direction, et ça, je pense aussi que ça crée les conditions d'un sentiment de mépris ressenti par ce mode d'exercice. On l'a vu sur les grands débats, quand on présente certaines mesures, certaines réformes annoncées comme ayant fait consensus, alors que on est dans l'échange qu'avec un seul, on est en accord, on va dire qu'avec un seul représentant, ça pose quand même question. La DGCS ne pourra pas, et dans ce pays en général, la DGCS et le ministère de la Justice ne pourront pas construire la PJM de demain uniquement avec la FNAT. Et ça, moi, pour qu'ils arrivent à s'en convaincre, il faut qu'ils regardent les chiffres donnés par la justice récemment. On voit bien que les mesures de protection gérées par les professionnels sont toujours en augmentation. Je veux bien qu'on parle de l'habilitation familiale, le succès est incontestable de l'habilitation familiale, mais je pense que ça impacte surtout les mesures de protection judiciaire qui étaient ouvertes auparavant par les familles. Du côté des professionnels, c'est toujours en augmentation, et sauf du côté des préposés. Quand on regarde par mode d'exercice, ça augmente du côté des services, ça augmente du côté des individuels, mais c'est du côté des individuels que ça augmente le plus. Donc visiblement, les magistrats font confiance à ce mode d'exercice. Les gens qui rentrent sur cette profession sont attirés par l'exercice aussi du métier sous le format individuel. Donc véritablement, il faut retrouver une qualité des échanges entre les autorités et les individuels. Voilà. Là aujourd'hui, je le redis, ça manque d'équilibre du côté de cette autorité.
D'ailleurs, j'en ai été un témoin direct en gérant la page du MJPN dans Beaudroit, puisque on a une fonctionnaire de la DGCS. Alors je dis, puisque j'ai interpellé sur les réseaux sociaux le directeur de la DGCS sur ce sujet-là, je n'ai pas eu de retour, donc j'en conclus qu'il s'agissait bien de la fonctionnaire de la DGCS qui a été intervenue sur notre page avec des propos extrêmement virulents, aussi bien dans les commentaires que par messagerie, et qui réagissait à une critique qu'on avait formulée sur des positions défendues par la FNAT. Voilà. Donc les mots étaient particulièrement virulents et cette fonctionnaire a complètement perdu son devoir de réserve sur notre page, et je n'ai jamais vu de réaction équivalente lorsque les fédérations de mandataires individuels sont attaquées par médias interposés par d'autres représentants du secteur. Voilà, je le dis, je ne défends pas les individuels, je ne suis pas moi-même individuel, je le précise, et je ne souhaite pas le devenir, je le dis pour tous ceux qui veulent me mettre dans cette case-là, mais je pense sérieusement que nous avons besoin de retrouver un certain sens de l'équilibre pour pouvoir poursuivre des débats riches et sereins sur un secteur qui va devenir véritablement stratégique pour l'avenir en raison de l'évolution démographique. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter. Vous savez que j'adore lire vos commentaires. Partagez. Surtout, abonnez-vous. Vous n'êtes pas suffisamment nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors je sais bien, vous voyez peut-être pas l'intérêt puisque le contenu est accessible, que vous soyez abonné ou pas. Sachez simplement qu'en vous abonnant à la chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec un compte Google ou un compte YouTube, peu importe, eh bien en vous abonnant, vous augmentez considérablement la visibilité de cette chaîne. Et sur cette chaîne, on parle de qui ? On parle de vous. Donc abonnez-vous. Et puis vous avez la possibilité, là, depuis peu, de nous soutenir financièrement par un don en fonction de vos moyens sur la plateforme Tipeee. On a ouvert un compte sur ce sujet. Donc, si vous voulez soutenir, nous aider à construire un média de la PJM totalement indépendant, eh bien, allez-y. Ça sera une bonne chose. Vous vous rendrez service et ça nous aidera. Voilà. Donc, eh bien, je vous dis à très bientôt.